Je fais seulement l'office d'hôte, tout simplement. Je salue en fait cette table ronde qui fait partie d'un projet plus général dans le cadre d'une initiative faite par l'Institut français en collaboration avec la faculté de sciences politiques, faculté de journalisme, Université Babes-Bolyai de Cluj, CERFREA, et qui, au cours d'une année, propose des débats, d'idées, d'échanges au niveau surtout du milieu académique. Cette table ronde est dédiée en fait à une discussion concernant le discours public, la transparence démocratique et le rôle de la société civile dans ses incarnations dans le processus de transparence démocratique. Et je salue ici la présence de M. Jean-Luc Belmonte, qui est le représentant de l'Institut français attaché de coopération universitaire à l'Institut français, et de nos invités. En fait, je laisse ma collègue Alexandra Iancu de faire les présentations pour le panel, mais je vous remercie beaucoup pour la gentillesse d'avoir mis à notre disposition une partie de votre temps. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça va être aussi l'occasion en fait, de faire un petit échange d'idées et de questions. Faut mettre des questions puisque vous êtes là devant des professionnels du domaine, donc faut vraiment profiter. Voilà. Je vous passe un petit peu deux mots simplement pour vous remercier. Aujourd'hui, on a mis en place depuis quelques mois donc toute une série d'opérations, dont celle qui se déroule aujourd'hui, où on fait intervenir, comme l'a dit Raluca à juste titre, la société civile, les ONG notamment, parce qu'on pense que ces ONG jouent un rôle à la fois non négligeable, mais pas toujours perceptible, et donc utiliser ce support pour montrer le rôle qu'elles ont à jouer ou qu'elles pourront jouer davantage à l'avenir, c'est quelque chose qui nous paraît important. L'idée de ce projet qu'on a démarré cette année, c'est dans le cadre d'un fonds qui s'appelle le fonds d'Alembert, et la finalité, c'est le débat d'idées. Donc, les thématiques changent tous les ans, et nous avons déjà discuté sur les perspectives pour l'année prochaine, et ce qui serait bien, c'est qu'on en débatte un tout petit peu tout à l'heure, pour vous donner quelques pistes de réflexion, et surtout, avoir votre retour. Il est important, comme l'a dit Raluca, que vous puissiez faire revenir vos impressions, vos questions, vos commentaires, parce que c'est quelque chose qui doit être interactif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remercions l'Institut français pour cette belle initiative qui nous donne par ailleurs l'occasion de rencontrer d'une part des gens du monde académique, mais aussi des praticiens, des gens qui savent, parfois ils ont un double chapeau, comme M. Thomas a. Ça veut dire des gens qui font de la recherche, mais aussi des gens qui s'impliquent activement à dévoiler, les aléas de la démocratie, et en même temps en militant pour en plus de la transparence, cette année étant la thématique, dans les sociétés contemporaines. Et je trouve par ailleurs qu'il s'agit d'une thématique qui dépasse les bords roumaines, même si on sait que c'est une obsession roumaine sur la crise de la représentation politique. On la retrouve dans d'autres sociétés, et s'il y a une thématique qui dépasse les frontières entre l'Est et l'Ouest, actuellement, c'est justement cette crise de la transparence, cette crise de la représentation des élites politiques. Alors là, moi, je suis la modératrice, je ne vais pas intervenir, je veux juste rappeler un peu la logique des séances antérieures pour enchaîner et provoquer nos intervenants à nous répondre, et en même temps en vous invitant aussi à leur poser des questions sur leur parcours, sur leur activité. Je disais qu'au centre de toutes ces interrogations se trouve la question de la transparence démocratique, qui, malgré les efforts et les solutions institutionnelles qui existent, on voit qu'elle se trouve sinon en crise, mais partiellement en crise. Et je trouve qu'à partir des séances qu'on a eues, les rencontres qu'on a eues
auprès de CRFRA, à l'IFRE, on a pu voir déjà 2 thèses émergentes. Première thèse, c'est une thèse d'un défi institutionnel. Ça veut dire les institutions qu'on avait déjà adoptées ne sont pas suffisantes pour combler le vide d'une politique de l'informel. Prenons l'exemple, le financement des partis politiques, les lois sont imparfaites, les campagnes électorales ne sont pas nécessairement menées selon les règles des bonnes pratiques en politique. Quelles sont les ressources? Peut-on aménager les lois d'une telle manière qu'on puisse arriver à une meilleure concertation, à une meilleure consultation, à des bonnes pratiques? Par exemple, le mécanisme de création d'une loi. On a la consultation publique, les projets de loi sont sur les sites. En même temps, cette consultation ne voit pas des retombées réelles dans la modification des projets, malgré tous ces mécanismes consultatifs. Et une première thèse en ce sens, c'est imparfait. Il faut justement raffiner, reviser un peu le cadre pour qu'il y ait véritablement un feedback réel de la part des citoyens. Il y a une thèse alternative, et je dis ça pour vous provoquer, le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette absence de transparence, ou une absence de transparence ressentie, vient également d'un échec des acteurs intermédiaires, ceci étant la manière dans laquelle les médias fonctionnent, la manière dans laquelle les ONG font leur travail. Et bien évidemment, le politique a beaucoup à jouer à ce sens. Ça peut être une question du populisme émergent qui se propose par ailleurs à nier tous ces acteurs intermédiaires en disant c'est le leader qui incarne le peuple et qui parle directement au peuple. On n'a pas besoin des médias traditionnels, on n'a pas besoin des ONG, on discute directement au peuple. Ça peut aller jusqu'à des formes, ce qu'on avait discuté tout à l'heure, des formes de démocratie libérale. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin du monde académique ou des vecteurs alternatifs du discours. Mais ça peut venir, je dis tout ça pour vous inviter à vos réflexions. Ça peut venir des causes endogènes également, à la manière dans laquelle les associations fonctionnent, les organismes non gouvernementaux font leur travail et la manière dans laquelle ces associations ont travaillé durant les 25, 27, 30 dernières années, presque 30 dernières années. Et donc, il y a là, malgré un activiste civique qui est très fort en Roumanie, on peut voir que les organisations qui existent, malgré le travail très appuyé qu'ils développent, sont moins les porte-parole de la rue, mais se rattachent à la rue en tant que telle. Et ça peut marquer, par ailleurs, une remise en cause des formes enthousiasme de l'activisme civique qu'on a vu au début des années 90. Ceci étant, je vous invite, vous, à discuter, à nous dire votre expérience directe, comment l'espace de la société civile s'organise à travers les organisations non gouvernementales, entre cette marche en avant politico-juridique très technique qui rétrécit la sphère d'adressabilité envers le public, d'une part, et cette activité journalière que vous développez au sein des organisations. Y a-t-il une société civile ou y a-t-il des sociétés civiles? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous apportez, comment vous agissez en tant qu'agent de pression et de critique par rapport au pouvoir politique? Ceci étant, je voudrais présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Madame, je vais prendre par l'ordre alphabétique, donc Madame Elena Gyök, qui a une vaste expertise dans l'activisme civique et qui représente Initiativa România, Monsieur Ovidiu Ranhoi, qui est directeur en chef de RFI Roumanie et qui a une vaste expérience en journalisme, et donc je pense qu'il va s'attaquer également à la question des médias et du discours médiatique, pas seulement les ONG, à la fois dans l'espace national avec les grandes publications nationales, mais aussi au niveau européen, et Monsieur Mircea Toma, de l'organisation ActiveWatch, mais qui a également qui
travaille également sur la liberté de la presse. Je vois que vous êtes venu avec le dernier rapport sur la qualité de la presse, mais qui s'est investi dans beaucoup d'autres causes sociales, d'activistes sociales, comme la préservation de Vamaveke, et aussi il avait donné des cours de journalisme, et aussi il avait fait de la recherche en psychologie. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous aviez plusieurs chapeaux. Donc nous vous remercions beaucoup d'être avec nous. J'espère que les étudiants vont être très actifs et vont poser des questions. Ceci étant, je vous donne la parole. Je vous laisse choisir l'ordre des interventions. C'est clair. Bonjour à tous. Premièrement, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde où sera abordé un sujet si important de nos jours, essentiel de nos jours, étant donné les manifestations qu'on a eues en février, en fin janvier et hier soir, qui sont quasiment liées à la transparence, notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais aussi présenter un peu notre organisation, Initiativa România. C'est en fait un mouvement civique. On appelle un mouvement civique, c'est-à-dire que nous soyons un peu plus dynamiques qu'une association dont on est déjà habitué en Roumanie. Un mouvement civique né en novembre 2015, après les manifestations, d'après la tragédie de collectif. Nous avons une mission. Notre mission est de promouvoir et d'encourager la participation publique, donc de travailler avec les gens, avec les citoyens, de manière qu'ils participent à la vie publique et à la vie politique. Et bien sûr que pour cela, nous avons besoin de la transparence, de l'ouverture du gouvernement et des institutions publiques. Nous avons eu et nous avons encore 3 projets principaux. Il s'agit en fait des applications pour les mobiles et des applications pour les ordi qui sont développées par des volontaires. Donc ce sont des gens qui ont un boulot, qui ont des entreprises, qui ont des familles, qui travaillent les soirées ou pendant le congé pour qu'ils puissent développer ces projets, qui militent en fait pour la transparence du gouvernement, pour la transparence des données des gouvernements et des institutions publiques, mais aussi pour la transparence des élus, des candidats aux élections municipales ou aux élections législatives. Donc, un des projets s'appelle la carte des marché public, et les 2 autres s'appellent votes.info et Alegeri Parlamentare 2016.ro. Les 2 dernières concernent la transparence des élus et des candidats aux élections. Merci. Okay. Bon, en ce qui concerne disons, les défis qu'on a eus en ce qui concerne la transparence et l'ouverture des institutions et des candidats. Donc, je peux dire que nous avons travaillé avec le gouvernement de l'année passée, avec des ministères du gouvernement de l'année passée. Mais on a eu aussi des réponses tardives en ce qui concerne la publication des données, des informations publiques, aussi de la part du gouvernement, mais aussi de la part des institutions locales, en ce qui concerne les données de marché public dont nous sommes intéressés. Mais aussi, nous avons travaillé avec des candidats des partis politiques pour les 2 projets qu'on nous a eu pour les élections. Et pour cette partie, pour ce sujet, je peux dire qu'il y a un manque d'intérêt au niveau des élus, au niveau des candidats, en ce qui concerne les informations sur leur expérience, sur leur biographie et sur leur activité professionnelle. Bon, ce sont nos défis à ce moment, ce qui concerne ce sujet d'aujourd'hui. Ok, des questions, si vous en avez. On peut parler tous ouais. Pour le premier tour de table et après. Oui. Bonjour, merci pour votre invitation.
Je suis Ovidiu Nahoy, le rédacteur en chef de RFI Roumanie. Pour commencer, quelques mots sur RFI Roumanie. Nous sommes la branche roumaine de Radio France Internationale qui est part à une grande compagnie de médias française, France Média Monde, à côté de RMC, Radio Monte Carlo, et la grande chaîne de télévision France 24. Nous sommes en radio roumain 13 heures par jour. En reste, c'est le programme de Radio France Internationale. Mais aussi sur le programme roumain, nous avons une formation liée d'actualité française, de la culture française, de la francophonie, de la relation franco-roumaine aussi. Notre règles sont les règles de la presse internationale de qualité. Et si elles sont efficaces, ça dépend des mesures que l'État où nous travaillons sont respectent les règles de la transparence. Et RFI travaille dans des pays très différents, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et aussi en Europe. Et la Roumanie, c'est le seul service qui est aussi placé dans un autre pays. La rédaction roumaine, c'est la plus importante rédaction européenne de RFI, et c'est explicable pourquoi. Nous avons une rédaction à Bucarest, une autre à Paris, mais ça dépend de l'État. Par exemple, en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Je peux parler beaucoup sur notre collègue Ahmed Abba, qui est maintenant en prison en Nigérie, et il risque 10 ans de prison pour faire son métier. Je peux parler de notre collègue Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été tués au Mali en 2013. Bon, les défis sont grands pour notre collègue. Et on dit que la presse est à 4e pouvoir en État. C'est mieux, à mon avis. Mais en tout cas, la média peut être un élément important de contrôle au pouvoir de l'État. Et quand les relations entre les pouvoirs de l'État sont en souffrance, la presse donne l'alarme. Bon, ce sont quelqu'un qui ne veut pas que ce contrôle fonctionne bien. Et qu'est-ce qu'il fait quand la presse écrit, quand la presse donne des réactions? Bon, il fait des actions contre la presse. Cette action peut être très forte dans les pays autoritaires, peut être un peu mouleux dans les pays démocratiques, mais en tout cas, cette réaction existe partout. D'autre côté, la presse fait un contrôle sur l'argent public. On peut parler de l'argent local, l'argent au niveau régional, l'argent national et aussi européen. Pour faire ces boulots, on a besoin de transparence. C'est impossible d'avoir accès aux chiffres, d'avoir accès comment on fait avec l'argent public sans transparence. Bon, si est impossible pour la média de forcer la transparence. Nous ne sommes pas des organismes d'enquête. Nous ne sommes pas des organismes pénals qui peuvent forcer l'accès à la document officiel. Si le pouvoir veut donner dans une forme ou dans une autre ces données publiques, c'est bien. Si les pouvoirs, les gouvernements ne sont pas transparents, c'est plus en plus difficile pour la média de faire son boulot.
et d'informer l'opinion publique de comment on travaille avec l'argent public. En général, les pouvoirs ne sont pas très heureux à donner les dettes publiques. Et ici, c'est très important l'action de l'opinion publique et l'action de notre collègue d'ONG. Ici, l'alliance entre les ONG et la média, c'est quelque chose de naturel. Ils sont un peu comme notre collègue, parce que nous travaillons ensemble. Ils aussi cherchent l'accès sur l'information publique et nous publions l'opinion de notre collègue d'ONG dans notre programme. Et c'est très important pour informer très bien l'opinion publique. Et médias sans ONG et ONG sans médias, c'est impossible. Nous sommes alliés, comme j'ai dit, naturellement. Et bon, on peut parler beaucoup. Je veux parler aussi sur les défis de le régime illibéraux, mais je veux laisser maintenant Mircea Toma à vous parler et je peux revenir un peu plus tard sur ce thème. Merci, bravo. Donc, une courte présentation. Moi, dans une autre vie, j'ai été psychologue. J'ai travaillé comme psychologue banal. Je faisais des expertises psycho pour les pilotes d'avion. Et après 1999, comme la désordre était très grande, j'ai été tenté de chercher à trouver mon idéal professionnel. Je voulais devenir chercheur. Donc, je suis devenu chercheur à l'Institut de psychologie de l'Académie roumaine. Mais en parallèle, j'ai commencé à écrire dans une autre académie qui s'appelait Academia Casavencu. Donc, un journal de satire politique, l'équivalent de Canard enchaîné, mais meilleur. Après quelques années, j'ai abandonné l'académie, la grande académie, l'Institut de psychologie, parce que je m'ennuyais. C'était hypocrite de prétendre qu'on fait une recherche en se concentrant sur la recherche fondamentale. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, recherche fondamentale en psychologie. Temps de réaction, vitesse de parcours des neurones par des idées. Bon, les idées sont ignorées. C'est abstrait. Durant une géante transformation de la société qui se passait dehors. Donc j'ai abandonné cette institution qui était trop close et j'ai j'ai créé une petite organisation non gouvernementale qui s'occupait de la qualité de la communication. J'ai commencé à appliquer des concepts de la psychologie sociale dans la société pour transformer, pour contribuer avec tant qu'il était possible. L'organisation s'appelle aujourd'hui Active Watch. Je m'excuse pour le nom anglais. Même avant, on ne pouvait pas traduire en français. Agenzia de Monitorizzare a Pressei. Parce qu'il n'y en a pas équivalent en français pour le mot monitoring. Donc, supervision, ça donne très mal. Non. Donc, l'organisation s'occupe de la liberté d'expression et de l'autre côté, de l'expression responsable. Ça veut dire que nous défendons, nous sommes Reporters sans frontières, si ça vous dit quelque chose.
c'est une organisation basée en France, mais qui couvre 70 plus pays. En ce qui concerne la liberté de la presse, ils ont publié il y a 4-5 jours leur dernier rapport sur la situation mondiale en ce qui concerne la liberté de la presse. Roumanie a gagné 4 places, je crois, sans bouger. Sans bouger. Non. Ce sont d'autres qui se sont écroulés. Et nous publions un rapport qui est exclusivement qualitatif, parce que Reporters sans frontières, ils font aussi ce hasard à donner des chiffres, associer des chiffres au pays. Ici, c'est une description de ce qui se passe durant un an en Roumanie en ce qui concerne la liberté de l'expression. Cadre normatif, incidents où les journalistes sont victimes, les journalistes qui sont corrompus. Donc on se met dans la position du destinataire de l'information et on essaie de le protéger ou l'alerter si l'information contient des comme les aliments, des œufs, des œufs, pas des œufs, ça, exact. Mais de l'autre côté, on s'occupe aussi de l'expression responsable. Ça veut dire qu'il y a des groupes vulnérables à la discrimination qui peuvent être attaqués dans les discours publics avec des expressions qui sont stigmatisantes ou explicitement discriminatoires. Et nous réagissons comme un arbitre de touche, ça veut dire l'arbitre seconde dans le football. On n'a pas le pouvoir d'éliminer les joueurs du terrain, mais on peut agiter le drapeau. C'est ça ce qu'on peut faire. On s'est associé durant les 20 plus années d'existence avec d'autres organisations dans des réseaux qui se sont mobilisés pour des raisons, disons, générales, la lutte pour la réforme de la justice. On essaie de limiter les tentations des services d'information de devenir des Big Brother et d'autres trucs. Ah, ça suffit pour le moment. Si vous voulez rajouter quelque chose, sinon non, il faut ouvrir le débat. Donc, avez-vous des questions? Oui? Je vais vous prier de vous... Non, parce que c'est pour le micro. Moi, j'aurais une première question qui concernait plutôt les ONG. Je voulais vous demander comment c'était au début des années 90 de créer un ONG. Quels étaient les défis et quelles étaient les conditions? C'était facile ou non de créer quelque chose comme ça? Pour ensuite vous demander, vous, Elena Ghiocq, comment c'est maintenant de créer un ONG? Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des différences ou non? Historiquement, c'est moi qui commence parce que je suis un personnage à peu près historique déjà. C'est une excellente question parce que je pensais moi-même qu'en discutant des ONG et sociétés civiles, il faut donner une vue sur ce qui s'est passé avec la société roumaine avant 1999. Durant les 30 années de communisme, la société civile avait disparu. Donc il y en avait des gens, mais la possibilité légale de s'associer existait dans la loi seulement pour les clubs sportifs. Donc toute autre forme d'association était suspecte. S'associer, à l'époque, ça n'existait plus. On avait la peur
il y en avait même une blague qui disait que là où il y en a 3 Roumains, un est collaborateur de la Securitate. Ce qui n'était pas vrai, on a mesuré après, il n'y en avait pas tant. Mais si nous sommes 3, pas des millions. Ce qu'on a vu, c'est qu'après 1999, il y en avait une population qui n'avait pas les réflexes des citoyens. On ne s'occupait pas de ce qui se passe avec mon voisin. On était intéressé de ce qui se passe avec soi-même. Les ONG qui sont apparus comme le nôtre dans l'époque sont des ONG créées de haut en bas. On peut dire artificiellement. On a eu des fondations étrangères comme National Endowment for Democracy, c'était notre premier financeur, une fondation américaine. Soros qui a investi beaucoup d'argent pour essayer la société de commencer à bouger et qui est maintenant diabolisée par les politiciens aujourd'hui. Donc, ce que nous avons fait à l'époque, c'était une sorte d'activité civique qui contenait de l'expertise civique, mais qui n'avait pas encore effet sur le citoyen de le réveiller et l'aider à se bouger. La construction communautaire, ce qui est l'activité spécifique des ONG qui aident les citoyens de s'associer et de commencer à produire des changements dans la vie de la communauté, ça a commencé assez tard, je pense qu'après les 2000, avec des organisations qui ont fait ça explicitement. Des ONG réveil citoyen. Il y en a une très performante, Cere, qui est à Bucarest, et qui a réussi à donner des coups, d'aider des citoyens de se réveiller dans des divers quartiers de Bucarest. Parcul Circului, Parc du Cirque, Cinéma Favorit, l'association qui milite pour la récupération d'un ex-cinématographe qui est abandonné. Et ils ont découvert ce besoin, ils ont construit un mécanisme d'influence sur la mairie et ils ont commencé. Plus spécifique, c'est Militia Spirituale qui a commencé à faire des entraînements d'anarchie, d'anarchisme avec des étudiants. Après avoir fait une recherche systématique suivant tous les repères sociologiques, pour voir quel est le niveau d'activisme des étudiants. Grave. Les étudiants sont extrêmement actifs dans d'autres sujets. Disait la recherche qui est assez vieille aujourd'hui, donc vous n'êtes pas impliqué. Elle a au moins 4 ans ou 5 ans, c'est 5 ans. Mais le fait que cette association, probablement pas la seule, je cite Militia Spirituale, parce que je la connais mieux, ils ont fait les premiers exercices de Occupy, ils ont occupé le bâtiment de l'université de Bucarest pour 2 semaines, je crois. Et là, sans une raison trop visible, trop intéressante, mais ils ont occupé. Et il y en a eu des débats là. Mais après ces expériences, il y en a eu d'autres organisations qui sont allées au milieu rural. Ils ont réussi à construire des communautés qui ont été les premières à réagir sur le sujet des gaz de schiste. Et puis, ça arrive le développement qui est une organisation qui est née de mouvements de rue. Donc on arrive à nous, donc nous sommes nés des manifestations de rue pratiquement, même si le groupe des membres fondateurs
ont une expérience civique, mais je ne dirais pas pour tous, ce n'est pas valable pour tous. Moi, par exemple, je n'avais pas d'expérience civique. Moi, je travaille encore pour une entreprise. Oui. D'accord. Bon, au début, notre mouvement, donc notre organisation n'était pas un ONG. On avait fonctionné pour 8 mois comme un groupe informel. Donc, nous étions un groupe de 60 citoyens, disons, qui se rencontraient chaque semaine, donc le lundi, pour discuter et pour faire des projets et pour faire des communiqués de presse, des lettres et des emails à envoyer aux institutions, aux élus, aux candidats, je ne sais plus exactement, aux d'autres gens pour les les impliquer dans nos projets. À la fin, donc après les 6 mois de fonctionnement comme groupe informel, on a décidé de faire une association pour qu'on puisse obtenir des financements pour nos projets, puisqu'on n'avait pas d'argent pour soutenir nos projets. Par exemple, nous avions besoin de hosting pour notre site internet, d'argent pour nos dépenses de marketing et ensuite pour nos déplacements, pour nos rencontres. Donc, nous avons décidé de devenir une association et donc être enregistré, ça nous a pris, je pense, plus de 2 mois, puisque notre nom contient le nom Roumanie, et pour cela, il nous faut que le gouvernement roumain donne une approbation spéciale pour ce nom, pour ce type de nom, qui est l'utilisation du mot Roumanie. Et ensuite, après que le secrétariat du gouvernement nous donne cette acceptation, nous avons dû aller au ministère de la Justice pour qu'il aussi nous donne une autre approbation, comme que notre nom n'est pas déjà utilisé par une autre association. Et pour cela, nous avons eu, là, c'est la procédure qui a pris le plus de temps. Je pense que pour cela, nous avons eu des dialogues, des va-et-vient avec le ministère pendant 1 mois ou plus d'1 mois, puisqu'ils disaient que les différentes variations de noms que nous avons proposées, ce n'était pas bon, c'était déjà utilisé, mais bon, en fait, on discute plus ça. Et ensuite, à la course, c'était quasiment rapide. Donc, je pense que nous avons reçu la réponse dans 2 semaines, je pense. Donc, c'est comme cela. Mais en ce qui concerne la forme juridique d'une association, je pense que nous sommes encore limités par la loi. En ce qui concerne l'organisation, il faut avoir une hiérarchie, un conseil, il faut avoir un président. On ne peut pas avoir, par exemple, 2, 3, 5 présidents. Donc, on ne peut pas être une organisation horizontale. Donc, c'est la loi qui décide qu'il faut avoir un statut où on doit avoir un conseil et un seul président, par exemple. Et moi, je peux vous raconter comment a commencé la presse de la Roumanie, la média roumain. C'est une histoire très intéressante, non, Mircea? C'est bon. Imaginez-vous que jusqu'à décembre, on n'avait pas des milieux d'information libres. Bon, la presse roumaine était propagande. La chaîne de télévision 2 heures par jour. Bon, et la radio était un instrument de propagande. Les sources alternatives étaient les radios de l'étranger, mais était un délit d'écouter les radios étrangers. Europa Libre qui émettait en roumain, RFI avait quelques programmes en roumain, mais un peu. BBC, Voix d'Amérique, mais qui était interdit. En Roumanie, écouter ces postes de radio était un délit. Bon, pas d'Internet, bien sûr. Et, tout a explodé dans les premiers jours de janvier, ou dans les derniers jours de décembre. Quand tous les titres, tous les anciens titres ont disparu et quand chacun pouvait éditer un journal
on n'était pas de réglementation, tout le monde était chute. Et tout a commencé par une explosion. C'était une explosion de tirage. On peut faire beaucoup de journaux. Beaucoup de journaux ont apparu et les tirages étaient énormes. 100 000 exemplaires pour chaque journal, jour par jour. Qu'est-ce que fait les jeunes parce que les étudiants, les jeunes intellectuels ont commencé à écrire sur le journal sans expérience, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Et il était rédacteur pendant le jour, dans le soir allait dans l'imprimerie pour imprimer le journal, et le matin après, il était des vendeurs de journaux. Mais l'affaire marchait très bien. Pour moi, j'ai commencé sur la radio. Bon, c'est une coïncidence. Et par coïncidence, avec un radio qui était venu sur filière française. Était le premier radio libre, premier radio indépendant de Roumanie, installé à l'université, le dernier étage de l'université, donné par la réseau française Fan Radio, qui était un réseau spécialisé par la musique contemporaine, mais nous avons ajouté dans le programme des informations, parce que ici était une véritable soif d'information. J'ai commencé en présentant des programmes d'information, des programmes de nouvelles à cette radio, Fan Radio Roumanie, à l'université. Imaginez-vous que tout a commencé, je sais bien la date, était 11 janvier 90, c'est impossible à oublier. Imaginez-vous que 4 semaines avant, les Roumains avaient aucune chaîne d'information, sauf les illégaux. Bon, les réseaux radio étrangers ou un peu quelques exemplaires de revues, de magasins étrangers, de Paris Match, peut-être l'Express, Time, qui étaient portés illégalement aussi dans les bagages par quelques heureuses qui pouvaient aller dans des autres pays, à l'étranger, même à Budapest, où la presse étrangère était légale. Et ils prenaient cet exemplaire, est venu dans les bagages cachés en Roumanie, et était en soit de samizdat. Cette revue, si la revue était 2-3 mois âgée, ça n'était pas un problème. Ça a été le miracle de voir quelques photos de les rues de Paris, de quelques photos de la réclame, qui était quelque chose inimaginable en Roumanie. Bon, tout a commencé comme ça. Mais après, tout est devenu plus en plus organisé, tout est devenu plus en plus industrialisé, tout est devenu plus en plus capitalisé, et le résultat, tous les tirages ont tombé. Bonjour, je voudrais vous demander si on regarde un peu au-delà de Bucarest et au-delà des grandes villes en Roumanie, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut observer sur la presse et sur les organisations non gouvernementales. Peut-être que c'est là, dans le territoire, où on a le plus besoin de l'activité des ONG, mais la situation est peut-être un peu différente. Donc, je voudrais voir votre avis sur cela.
Sur la média, deux mots, c'est plus difficile pour les journalistes régionaux de faire une presse libre que les journalistes de Bucarest. C'est plus difficile parce qu'on a des leaders politiques locaux, les barons, qui sont très forts, qui sont plus illibéraux à la maison qu'à la Bucarest. Peut-être ils sont les mêmes, mais quand ils vont dans le territoire, ils deviennent plus illibéraux et ils contrôlent plus fort leur territoire électoral. Et quand elle vient à Bucarest, ils deviennent un peu libéraux. Toute la presse, presque toute la presse locale est sous le contrôle de ce baron local. On manque la finance et les chaînes de presse sont dépendants de finances locaux qui sont sous contrôle de ces barons politiques et c'est presque impossible d'échapper. C'est la situation de la presse régionale, de la presse locale en Roumanie. C'est plus en plus difficile. Ce sont quelques programmes qui sont financés de quelques ONG de Bucarest qui cherchent à faire des séminaires pour entraîner les journalistes, pour promouvoir le principe de la presse de qualité, mais c'est très difficile dans les conditions économiques là. Okay, merci. Bon, côté ONG, moi je suis plutôt optimiste. Oui, donc et je dirais bon, qu'après les manifestations de Rocher-Montane et celles avec les gaz de schiste dans le pays, donc 2012-2013, on a pu voir un commencement au début des naissances des mouvements civiques, des initiatives civiques dans les petites villes ou dans les grandes villes de la Roumanie, donc pas seulement en Bucarest. Et ce que j'ai vu avec les manifestations du mois de février, donc j'ai pu voir des initiatives civiques nées à Timișoara, à Iași, Arad, Oradea, Craiova et dans d'autres petites villes en Roumanie et qui là travaillent ensemble et communiquent ensemble pour des projets à long terme peut-être. Donc de ce côté, je suis plutôt positif, optimiste, et j'espère que de la côté citoyen, que le changement va venir, va se passer, et que peut-être à long terme, ce sera la pression publique et la pression de ce mouvement et de ces initiatives informelles qui pourront provoquer des transformations au niveau des institutions publiques. Pour commencer, est-ce que vous avez une ville, pas village, que vous considérez comme étant, à part Bucarest, comme étant la plus active en termes de société civile? S'il y a, engagez-vous. C'est pas si risqué, il n'y a pas de mots. Qui est la ville numéro 1 en matière de... Vas-y. Cluj, en général plus actif que les autres villes. On a vu d'ailleurs en février et janvier que Cluj fut l'un des premières villes à se mobiliser et comparé à son nombre d'habitants le plus massivement aussi. Il faut qu'il répète. Bon, je pense que c'est okay. Cluj. Hein? Cluj. Voilà. Cluj, c'est... Il y en a un autre? Donc les centres universitaires, c'est clair. Cluj est une des villes qui s'est très bien entraînée. Et ça,
probablement à cause de l'histoire de Rocia Montana, qui a été un sujet très important, avec une grande prise au public. On peut aussi voir l'effet d'une société civile plus active en comparaison la transparence de l'administration publique dans les diverses villes. Je ne dis rien sur les villages parce que je ne connais pas. Je sais qu'il y en a des réseaux d'ONG qui sont actifs même au milieu rural. Il y en a des organisations avec un profil spécifique, des producteurs de lait, par exemple. Donc ça existe au milieu rural. Mais, dans les termes de notre discussion, où il s'agit de citoyenneté, donc de transparence, relations citoyens-administration publique, je ne crois pas que le milieu rural est actif et il a certainement besoin. Ça, c'est certes. Les villes universitaires, c'est des villes où la société est déjà plus entraînée. Et je vais vous faire une comparaison. Comment ça se passe une rencontre générale, comment ça se dit, adunare générale, l'assemblée générale du conseil de Cluj, en le comparant avec l'expérience similaire à Bucarest, la mairie de Bucarest. C'est le trou noir Bucarest, pour simplifier. Bucarest, j'ai une collègue qui s'occupe de la mairie de Bucarest depuis l'ancien maire. Elle a réussi, il y a quelques jours, la première fois à être acceptée à la porte d'en bas de la mairie pour entrer dans le bâtiment en disant qu'elle va assister à l'assemblée. Et elle s'était inscrite en avance pour participer. Attention, la loi dit que toutes les séances sont publiques. Tsutsu. Public. Et l'argument qui était invoqué, c'est qu'il n'y en a pas de place. Pas de place libre. C'est vrai qu'il y en a environ 40-50 places, donc l'équivalent de cette chambre ici, des places dédiées au public. Il y en a un public là-bas qu'on a réussi à diagnostiquer, c'est des pensionnaires portés par une des organisations municipales du Parti social-démocrate. Et des employés quand ils n'arrivent pas aux pensionnaires. Mais 4 jours avant, Irina, elle entre, elle s'assoit, et après quelques minutes, il y en a 2 gars, un conseiller de la Madame maire, qui lui disent d'évacuer. Pourquoi? Il n'y a pas de place. Mais je suis assis sur une place. Il n'y a pas de place. Vous voyez pas bien. Ce n'est pas vrai. Donc, à Cluj, un sujet qui est extrêmement sensible et il s'agit des pressions des immobilières, des développeurs pour construire dans une zone voisine à Cluj où il y en a espace vert, grand espace, une forêt, et que le dernier plan d'urbanisme général a bloqué toute construction. Et on a des demandes de changer le plan pour permettre aux développeurs de construire dans cette zone-là. Une pression typique partout. Ce sujet n'aurait pas été discuté publiquement dans la mairie de Bucarest. À Cluj, il y en a le maire qui doit participer, il n'est pas très heureux. C'est plein d'organisations non gouvernementales dans la salle où le débat se passe, avec tous les gens, ceux qui ont demandé le changement du plan d'urbanisme, les auteurs du plan
d'urbanisme, etc. Et on refuse les demandes. Donc, ça veut dire pas que le maire de Cluj est nécessairement plus éduqué. Boc. Vous connaissez, je crois, Boc. Il a été Premier ministre. Il n'a pas fait une très bonne figure. C'est dans la période qu'il était Premier ministre, j'avais honte de déclarer que je suis de Cluj. Mais, je redeviens assez fier parce que Boc à Cluj, il ne peut pas agir comme il le faisait comme Premier ministre, protégé par le président. Il est là-bas, pressé par une société civile active et plus forte que la société civile qui là-bas travaille avec les médias. Ici, la protection des médias sur Madame Firea est géante. Civile qui n'est pas suffisamment forte. Je vous adressais une question puisque j'avais l'impression que vous affirmez que c'est la société civile à Bucarest qui n'est pas assez forte. C'est ça? Oui, je veux dire que la société civile, mais pas nécessairement les organisations comme la nôtre, qui est une organisation petite. Vous êtes 60, nous sommes 15. Nous identifions les problèmes. Pour agir, il faut une culture civique qui soit plus répandue dans la société que la nôtre. Et la société de Cluj semble être beaucoup plus émancipée que celle de Bucarest. En plus, c'est vrai, il faut ajouter ça, il y en a une culture institutionnelle différente. Donc, il ne faut pas exagérer le binôme société civile-administration. C'est l'institution qui conserve une culture institutionnelle qui vient de l'histoire de la Transylvanie. Donc, ça peut compter aussi. Et il a été aussi l'explosion en termes de développement et de transparence après la longue administration de Funar à Cluj. Et la nouvelle administration ne veut pas répéter l'expérience de Cluj parce que sous l'administration de Gheorghe Funar, qui, comme vous savez, est un ultranationaliste, la Cluj restait la plus isolée grande ville de la Roumanie, sans investisseurs étrangers, sans manifestations culturelles internationales, sans rien. Et quand les gens enfin ont changé l'administration publique, tout est changé, tout est renouvelé à Cluj. À Bucarest, on n'avait pas, ça n'a pas existé un soit de rupture, de chute d'une administration. Bon, les maires sont changés, mais les fonctionnaires ont resté sur place. L'intérêt, le grand intérêt immobilier ont resté sur place. Et les intérêts transpartiniques ont resté sur place. C'est différent. Et c'est une question avec double sens. On a de transparence aussi quand on a une forte société civile puissante, c'est normal, mais on a de transparence quand les autorités vont avoir transparence, quand les autorités ont confiance dans la transparence. Mais quand les autorités n'ont pas confiance, quand les autorités désirent de rester cachées, de faire des réunions de conseils locaux sans la presse, sans la société civile, il peut faire ça. Il doit être forcé
d'ouvre les portes. C'est une lutte permanente. On a souvent regardé la société civile comme dans un rapport presque d'opposition avec l'État. Il y a toujours eu cette dichotomie entre État et société civile, du moins en Roumanie, mais de plus en plus aussi en Europe occidentale et en Amérique. Est-ce que vous croyez que dans une démocratie parfaite, qui n'existe pas évidemment, mais c'est un idéal type, dans une démocratie idéale, quels sont les rapports entre la société civile et l'État, vu que l'État démocratique est par vocation ouvert, donc la frontière entre la société et l'État devrait être poreuse? Alors, rapport donc société civile, État dans le meilleur monde des mondes possibles. Bon, je ne crois pas dans les utopies, mais donc, la démocratie, ce n'est pas une utopie. Mais moi, je pense que le rôle de la société civile dans une démocratie devrait être à la fois de voix critique et à la fois de partenaires sur certains projets, bon, de collaborer dans le sens où la société civile peut fournir des solutions ou pour faire... peut représenter peut-être des voix des citoyens que le gouvernement ou que le pouvoir n'écoute pas ou n'entend pas. Donc, à la fois critique, à la fois collaborative. Bon, la démocratie idéale n'existe pas, mais on a des modèles merveilleux dans le nord de l'Europe. Et on peut faire comme là, où toutes les dépenses publiques sont vraiment publiques, quand les règles d'intégrité sont très simples et très claires, quand la solidarité sociale, ce n'est pas une mot, c'est une réalité. Et vous pouvez voir que dans tous les classements, de la liberté de la presse, de la transparence, de le développement humain, ces pays sont parmi les premiers. Cela, ces modèles, c'est difficile à répliquer, notamment ici, dans la région méridionale de l'Europe, mais c'est un modèle qui fonctionne vraiment. Je conteste la paradigme sur laquelle est construite votre question. Parce que la paradigme suppose qu'il y en a un moment où démocratie égale repos. On peut se jeter dans le hamac, la vie est belle, tous les problèmes sont finis. Donc ce modèle, le modèle n'existe pas. C'est pas qu'il y a on ne peut pas arriver à ça. Démocratie, dans l'autre paradigme, signifie activité. Ça veut dire l'équilibre est la définition d'une démocratie idéale, l'équilibre des acteurs, de la force entre la force relative des acteurs. Et le check and balance. Ce que l'actuelle force politique essaie de changer, de modifier. Tout, en effet. On fait des essais. Mais l'idéal continue à impliquer une activité parfois fatigante. Dès que tu te relaxes, les autres profitent. Donc, il faut être tout le temps actif, vigilant et réagir à toutes les tentatives de gagner un peu plus de pouvoir pour maintenir l'équilibre. Les ONG ont un rôle actif comme elle a dit, un peu paradoxal, de surveillant et de collaborateur. Parce que dans une relation relaxée, un gouvernement peut utiliser et valorifier la force des ONG. Parce que
c'est beaucoup plus difficile pour un gouvernement de trouver des solutions pour des problèmes dans les communautés petites. Là où les ONG peuvent activer, comme la question d'avant a été mise. C'est important qu'il y en ait une société civile active dans tout le pays, justement pour multiplier les effets positifs d'une initiative administrative. Mais dans le même temps, il faut être watchdog, chien de garde, et chien de garde. Là. Mais est-ce que l'État démocratique n'a pas la tendance finalement à englober la société civile? Parce que par exemple, si un ONG devient un parti politique, est-ce qu'il reste partie de la société civile? Et si ce parti politique arrive au gouvernement, on sait que le gouvernement n'est que la partie émergée du parti politique. Et il y a tout le reste du parti qui n'est pas impliqué directement dans le processus gouvernemental. Est-ce que ce parti politique continue à être la société civile? Ou encore un autre cas, si l'État organise lui-même la société civile, par exemple comme dans le modèle néocorporatiste, et s'implique activement dans l'agrégation d'une société civile selon des intérêts économiques, par exemple, est-ce qu'on peut toujours parler de la société civile ou c'est déjà l'État? Donc, est-ce qu'on peut être à la fois dans la société civile et à la fois dans l'État ou dans ses périphéries? Donc, c'est une perfide question, parce que on vient de passer une période très difficile à cause de ce problème, parce que l'ex-gouvernement, le gouvernement technocrate, était aussi baptisé comme le gouvernement ONGiste, des ONG, des organisations non gouvernementales, parce qu'il y en avait beaucoup des acteurs de ce gouvernement qui venaient de la société civile. Nous avons eu notre organisation, un ministre et un secrétaire d'État dans les gouvernements. Non, les rôles ne peuvent pas être confondus. Et dès que tu fais le pas de l'autre côté, tu ne peux plus être ton propre surveillant. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est difficile, mais c'est dur. Il faut regarder à tes ex-amis, ex-collègues, comme à des suspects. Non. Même à ma femme, j'ai dû, pour une période de 6 mois, quand elle a travaillé pour un ministre, elle était membre de notre organisation, j'ai dû changer de lit, etc. Tout ça. Passons un peu du côté de la presse. Je me demande si la presse peut être vraiment indépendante, parce que quand même, c'est impossible d'avoir une chaîne télévisée, une radio, une revue qui soit complètement indépendante, non pas de point de vue des opinions de ceux qui écrivent, mais quand même, il faut qu'il y ait qu'elle soit de l'argent pour qu'elle existe. Donc, est-ce que la presse peut être vraiment indépendante? Peut-être dans la même mesure qu'une société peut être complètement et parfaitement démocratique. Parce que la média a besoin de finances. Bon, le cas idéal, c'est quand une organisation de journalistes peut faire les arrangements financiers pour résister sur le marché, pour investir et pour rester
une organisation qui est intéressée dans le produit de presse, pas pour obtenir des profits. Et quand les profits sont obtenus, parce que le modèle économique doit être fonctionnel, doit être adapté à l'économie. Et le profit peut être réinvesti pour moderniser l'entreprise de presse. Ça a été le modèle classique de la grande presse mondiale. Dans les dernières décennies, les grandes compagnies, les grandes banques, investisseurs ont investi dans la presse pour différentes raisons. Pour obtenir des profits, ils ont vu dans la presse une bonne industrie. Pour se protéger. Et ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas seulement le cas de Roumanie. Nous n'avons pas inventé quelque chose sur ce terrain. Pour obtenir de notoriété et pour les autres raisons. Et la crédibilité de la presse a été affectée en différentes mesures. Ça dépend de la nature de l'investissement. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet et avec les nouvelles technologies, tout est devenu plus en plus moins cher. Et on devient possible, encore une fois, de reprendre ces modèles classiques d'existence de la presse, parce que maintenant, on a besoin de milieux financiers plus en plus petits pour avoir une télévision, pour avoir un journal électronique. Ça coûte moins cher qu'avoir un journal avec 1 million d'exemplaires, avec des imprimeries, avec des chaînes pour diffuser, pour vendre. Ça a été une grande entreprise. Mais on peut faire quelques petites entreprises qui peuvent fonctionner. On a maintenant des programmes financés par l'Union européenne, par des autres ONG, pour le développement de projets de presse. Et on a quelques institutions qui fonctionnent très bien comme ça. Par exemple, RISE Project. Et on a déjà des réseaux continentaux, des réseaux globaux de journalistes qui travaillent libre et qui peuvent financer ils-mêmes l'activité de la presse. Je crois que c'est ça le modèle qui peut assurer beaucoup de liberté pour la presse. Les choses ne sont pas parfaites, mais les nouvelles technologies, peut être une menace quand on parle de fake news, mais peut-être aussi une chance pour la presse libre de s'organiser et d'exister. Si on va sur cette définition d'indépendance, on va voir qu'en fait, s'il y a de financement de la presse, il y a aussi de dépendance de la presse. Mais dans ce cas, est-ce qu'on confond en fait l'équilibre des trusts médias sur le marché, disons, d'un État avec l'indépendance de la presse? Donc, vous n'avez pas compris ma question. Donc, il n'y a pas de presse indépendante d'un point de vue financier.
il faut que quelqu'un soit la finance de manière ouverte, soit faire en sorte de mécénat, disons ainsi, mais ça déjà t'oblige. Doit être économique. Le modèle doit être économique. Pas par mécénat. Bon, on a des services publics. Par exemple, RFI, c'est un service public. C'est autre chose. Dans le service public, c'est financé par l'État, pas le gouvernement. Nous ne sommes pas la voix du gouvernement de la France, par exemple. Mais si les États sont transparents et veut promouvoir le libéralisme, ces institutions publiques sont libres. Si les États sont illibéraux, ces institutions publiques sont contrôlées sous le contrôle du gouvernement et le contrôle partinique jusqu'à fin. Bon, c'est un autre modèle. Mais le modèle libre, c'est le modèle qui a une base économique transparente et qui fonctionne indépendant économique. Oui, on peut avoir des modèles, par exemple, sur l'investissement de différents investisseurs qui sont intéressés juste dans des questions économiques. Si la chaîne de télévision ou le journal fait du profit, a une bonne réputation publique, il laisse les choses comme ça, parce que ça, c'est la base pour une activité économique profitable. Et on a beaucoup de modèles comme ça. Ce sont de grandes compagnies qui sont actionnaires dans les chaînes de presse et qui ne font pas de pression et qui savent que si on fait de pression, on fait mal à propre affaire. Ce n'est pas un modèle unique, mais la technologie offre des modèles alternatifs très bons. J'ai un beau exemple. Bel exemple. Non. Ok. C'est Canard Enchaîné. Canard Enchaîné, c'est une coopérative de journalistes qui ont lancé le journal il y a plus que 100 ans. Ils ont réussi à se maintenir sans publicité. Donc, leur unique source économique, c'est le lecteur, l'acheteur. Mais ça se passe en France, où le nombre de personnes qui lisent est beaucoup plus grand qu'en Roumanie. Donc, c'est un premier problème. C'est un problème de quantité générale. La publicité corrompue. Donc, dès que tu reçois une publicité dans le journal, tu es déjà potentiellement en conflit d'intérêt avec ceux qui t'offrent la publicité. Je parle avec une longue expérience en matière de... Nous avons lancé notre publication satirique dans la même formule que le faisait le Canard Enchaîné. Mais à un certain moment, nous avons reçu une assistance managériale d'une part d'une fondation américaine qui nous a dit, vous aimez perdre je ne sais pas, 30 000 dollars par mois? Et la réponse a été non. Non, on aimerait d'avoir 30 000 dollars par mois. Et on a ouvert la porte au diable. La publicité. Nous avons reçu une assistance volontaire de cette fondation qui ont même fait le marketing pour le journal et nous avons commencé à vendre espace pour la publicité. Et ça, c'est une première vulnérabilité des médias. Le public lui-même, il peut créer une forme de pression qui n'est pas désirable parce que le public n'est toujours
pas intéressés par ce qui est intéressant du point de vue public. L'intérêt public n'est pas intéressant au public. Donc, vous voyez la presse sensationnaliste, elle bat toutes les autres solutions de qualité dans les médias, elles sont beaucoup plus en avant. Et ça, dans les pays où l'éducation média est minimale. Donc, l'éducation média est une des solutions pour aider la média de devenir un peu plus indépendante. Quand on arrive à la problème des propriétaires des médias, là déjà, c'est dramatique. Les plateformes de type Della Zero.ro, Casa Journalistului, si vous les connaissez, visitez-les. Elles sont des solutions de type coopératiste. Ils font un type de crowdfunding, comment ça se dit en français, financement participatif, ce qui est un pied d'une solution économique alternative. Rise Project est un peu différent parce qu'ils sont des journalistes d'investigation qui sont financés d'un fonds où une autre organisation fait le fundraising autour du monde. Ils accumulent des fonds et puis lancent des projets de recherche dans les pays où le réseau existe. Donc c'est une solution d'indépendance parce que là, les donateurs ne donnent l'argent directement aux journalistes, mais à une organisation intermédiaire. Mais ça, c'est une exception. C'est une solution unique. On ne peut pas envisager à créer une solution similaire dans un pays. C'est une solution internationale. Elle ne couvre pas tous les pays, etc. À mon avis, bon, ce n'est pas nécessairement lié à ta question, mais à mon avis, le journalisme là a un concurrent très puissant, ce sont les médias sociaux. C'est ce qu'en anglais on appelle citizen journalism, donc le citoyen qui est journaliste et qui là utilise Twitter, Facebook et d'autres médias sociaux pour faire des transmissions en ligne, en direct, avec les manifestations et d'autres fêtes qui se passent, je ne sais pas, dans une ville ou dans la rue. Donc, à mon avis, il faut faire attention à ce type de journaliste. Je pense l'intégrer peut-être dans le journaliste d'investigation, dans le journaliste narratif, pour qu'on puisse aussi soutenir la partie crowdfunding. Puisqu'à mon avis, ce que Casa Journaliste lui fait avec Della Zero, c'est très bon, c'est d'une très bonne qualité, mais c'est très limité, donc un public très limité à ce moment. Donc, le crowdfunding, à mon avis, ce n'est pas, c'est limité. Donc, leurs produits ne vont pas arriver à la masse, donc aux populations des villes, des petites villes de notre pays. Donc, il faut peut-être réorienter aussi la partie journaliste professionnelle. Je vais juste intervenir un tout petit peu pour jouer aussi le rôle de coupeur d'élan, puisque il est l'heure de boucler un peu temporairement le débat. En fait, ce que j'aimerais résumer un tout petit peu, c'est en fait, on a discuté ici de beaucoup d'enjeux finalement. C'est les enjeux de la presse. Premièrement, qui est voué par sa mission à surveiller les institutions. Comment est-ce qu'elle peut faire ce type de mission? Est-ce qu'une presse qui est déjà financée peut-elle exercer ce métier de plein pouvoir? Est-ce qu'il faut en fait soutenir l'idée d'une presse indépendante? Et si on la soutient, comment on l'a fait, hein, par quelle manière de financement? On vous a donné ici de beaux exemples de cette manière de faire soit la presse éthique, mais financée par l'État ou par d'autres institutions, soit de la presse indépendante financée par le crowdfunding ou par d'autres types de financement. On a aussi évoqué en fait le rôle du citoyen
je dirais que c'est un citoyen qui est plutôt le témoin qu'un journaliste. Il joue le rôle d'un témoin parce qu'il capte, en fait. Et voilà. Et je pense que pour votre métier, en tant que journaliste, c'est encore un défi supplémentaire, puisque l'action d'un témoin qui n'est pas nécessairement avisé ou qui n'a pas nécessairement le filtre d'une vérification élémentaire du fait journalistique n'a pas peut-être les mêmes moyens, tout simplement, d'être porteur de nouvelles. Deuxième grand palier qui vous a été un peu présenté ici, c'est la question des fonds publics et le rapport de la transparence démocratique avec les budgets publics. Comment est-ce qu'on dépense l'argent? Et un des objectifs de la presse et des organisations non gouvernementales, c'est finalement de surveiller l'État dans ce qu'il fait avec les fonds publics, notre argent à nous tous, avec ce qu'il fait dans la matière de la législation. Ça, c'est une autre question, grande question. Comment est-ce qu'on légifère? À quel moment? Dans quel but? Par quels moyens? Et là, on se retrouve devant un défi qui est très actuel. Et donc, ça, c'est en plus le rôle des ONG et de la société civile en général, de la presse. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord avec Mircea Thomas quand il dit que finalement le paradigme d'une bonne démocratie, c'est un paradigme activiste. Pas nécessairement militant, mais activiste. On parlait tout à l'heure, en fait, je me rappelais ce qu'on se disait au début des années 90 quand il y avait plein de manifs, comme maintenant, dans la rue, tout le temps. Et il y avait plein de manifs et on se disait, mais écoutez, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'on pourra dire enfin, on est tranquille, on s'occupe de nous, de notre communauté, de nos métiers, de nos familles? Jamais. La réponse est jamais. Et pour moi, il m'a fallu presque 30 ans pour me rendre compte de ça. C'est pas le repos qu'on doit chercher, en fait, dans la démocratie. C'est surtout des gardiens, de bons gardiens, de gardiens sages et bien équipés de tous les points de vue, intellectuellement, financièrement, etc., pour qu'ils guettent les dérapages de la démocratie. Voilà. Et donc, on vous remercie chaleureusement pour cette participation. J'espère que tout le monde a profité, que vous avez vu aussi des professionnels de ce que vous allez peut-être devenir après la fac, après le master, j'ose dire. Hein. Surtout pour la 3e année. Hein. Nous, on a quelques... Voilà. On vous invite tous à des prochains projets. Espérons-le avec l'Institut français en continuité. Voilà. Quelques-unes pourraient être, par exemple, les lanceurs d'alerte. Ouais. Et puis j'ai mon collègue qui est à côté de moi qui peut en citer d'autres qu'on a listés. Mais ce sont des thèmes qui, quelque part, maintiennent la vigilance, réactivent en permanence le phénomène et le contrôle de la démocratie. Donc on va continuer très certainement sur ces axes l'année prochaine et on est enchanté de voir que ça correspond aussi à la fois une attente et à la fois à un des objectifs de la formation en sciences politiques. Et un grand merci pour votre participation et pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique qui n'est pas nécessairement la plus simple à traiter. Merci beaucoup.